Monsieur l'administrateur, merci. Chers collègues et amis, et mesdames, messieurs, si la vérité scientifique ne dépend évidemment pas du caractère des femmes et des hommes qui contribuent à l'établir, force est de reconnaître que les chercheurs dont les travaux marquent durablement l'histoire de leur discipline se distinguent souvent par un style de pensée tout à fait unique, une forme d'imagination originale, une façon d'appréhender la réalité où se révèle leur personnalité particulière. C'est par excellence le cas de François Jacob. Ses découvertes cruciales, son œuvre protéiforme, doivent beaucoup à sa capacité de mobiliser pleinement toutes les ressources de son expérience, de sa culture si diverse et son sens aigu de la synthèse et des métaphores suggestives à son imagination sans cesse en éveil. François Jacob est en effet parmi les biologistes du XXe siècle l'un des plus remarquables par son originalité, par la puissance de sa pensée et par l'importance de son apport scientifique. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'évoquer aujourd'hui au Collège de France la valeur des enseignements et messages qu'il a laissés, non seulement du point de vue de la biologie moléculaire, une science qu'il a contribué à créer, mais aussi dans les ouvrages, au style à la fois ciselé et inspiré qu'il a destiné à un plus large public. Je l'ai connu après que la première partie de son œuvre scientifique ait été, en 1965, couronnée par le prix Nobel, lorsqu'il a porté son intérêt sur une des énigmes les plus fascinantes, mais aussi les plus difficiles à résoudre de la biologie, la transformation d'une cellule unique, l'œuf fécondé, en un organisme aussi complexe qu'une mouche, une souris ou un homme. Nous partagions les mêmes intérêts scientifiques. Nos discussions étaient passionnantes. J'en ai conservé un souvenir intact. Avant d'évoquer l'héritage qu'il nous a légué en tant qu'homme de science et humaniste, je voudrais rappeler comment ce jeune homme brillant, qui se destinait à la carrière de chirurgien, est devenu le savant que l'on a connu. Ces éléments biographiques illustrent en effet indirectement la manière dont cette personnalité d'exception a su tirer un parti unique des hasards et des nécessités qui s'imposaient à lui en un temps de tragédie sans pareille. Né en 1920, fils unique d'une mère attentive et aimante, morte alors qu'il sortait de l'adolescence, d'un père très présent qui lui transmit son sens aigu de la justice, avec en arrière-plan la grande figure de l'aïeul, le grand-père général. Il captait l'attention de tous. Pour lui, l'avenir s'annonçait bien. Et après une enfance heureuse, il entreprenait des études de médecine. Mais en 1940, deux événements sont venus bouleverser son destin. La mort de sa mère tant aimée et la défaite de la France qui le conduisit à rejoindre les forces françaises libres à Londres. Il rappelle cette phase critique de sa vie dans son autobiographie, La statue intérieure, en termes particulièrement émouvants. Je cite : « Ma mère est morte à temps pour ne pas connaître l'horreur, pour éviter l'invasion des barbares, la honte dans la rue, la fuite devant l'étoile jaune. Elle est morte au moment précis où s'écroulait le monde, où pour aller me battre, j'ai dû quitter la France. Dans ma mémoire, défaite de la France et mort de ma mère se sont confondues. Elles ne forment qu'un seul et même événement. Là s'est arrêtée mon enfance. » Après avoir participé aux campagnes d'Afrique, il débarque en Normandie en 1944. Grièvement blessé, il doit abandonner son projet de devenir chirurgien. Plusieurs mois d'hôpital sont nécessaires pour qu'il retrouve l'usage de ses membres. Comment, après cette série de traumatismes, effectuer un retour à une vie normale et se trouver une voie pour faire quelque chose de sa vie qui satisfasse l'exigence et l'ambition que son enfance avait développées en lui. Le plus urgent était de terminer ses études de médecine et ensuite de se choisir un avenir. Au plus vite, à raison de 2 années en une possibilité offerte pour compenser le temps perdu à la guerre,
il termina son cursus et envisagea de préparer un doctorat. Après plusieurs expériences infructueuses qui en auraient découragé plus d'un, c'est par hasard qu'une opportunité se présenta qui allait lui procurer un avenir. Il retrouva un médecin commandant sous les ordres duquel il avait, dans la 2e DB, participé à la campagne d'Algérie. Celui-ci s'était vu confier la mission de créer en France un centre national de production du précieux antibiotique, la pénicilline, qu'à l'époque seuls les États-Unis étaient en mesure de produire en quantité industrielle. François Jacob reprit contact avec lui, fut recruté et on lui proposa un projet qui pouvait constituer son sujet de thèse. Étudier non pas la pénicilline, mais un autre antibiotique, la thyrotricine, dont les propriétés étaient encore mal connues. C'est ainsi qu'il commença son apprentissage en bactériologie. Son inexpérience et l'absence totale de gouvernance mirent sérieusement à l'épreuve son désir d'aboutir. Mais, faisant preuve de persévérance, il réussit à obtenir une poudre qui se trouva tuer certains microbes pathogènes et qui, appliquée en clinique, s'avéra utile dans plusieurs affections. Le compte-rendu de ses succès thérapeutiques ainsi que la démonstration de sa capacité d'obtenir un médicament à partir d'une culture de bactéries lui permirent de soutenir une thèse tout à fait honorable et en 1947 de prononcer le sermon d'Hippocrate. Le voilà docteur en médecine, mais le caractère peu orthodoxe et bien incomplet de la formation médicale dont il avait bénéficié pour cause de guerre ne lui inspirait pas une assurance suffisante pour qu'il s'aventure à pratiquer la médecine. Le succès qu'il avait obtenu au Centre national de la pénicilline avait eu pour effet que ce dernier était en mesure de commercialiser la thyrotricine. On lui proposa un contrat pour développer le procédé au sens industriel et commercial du terme. Il accepta, faute de mieux, pour survivre, mais ne parvint pas à se prendre au jeu de l'industrie. D'ailleurs, le Centre national de la pénicilline, faute de moyens, ne parvint jamais à devenir rentable et ferma. Cette expérience fut pour François Jacob suivie d'une période d'abattement sévère. Mais il en avait tiré une certitude. Ce qui le tentait vraiment, c'était la recherche en biologie. Il avait goûté au plaisir particulier que procure cette quête de la réalité cachée, cette exploration du monde et le sentiment de liberté qu'éprouve le chercheur et qui ne connaît de limites que celles que lui impose la nature. C'est à partir de là que François Jacob, dans ses efforts pour chercher une issue positive aux contraintes apparemment indépassables qui semblaient condamner ses aspirations, allait apprendre à tirer parti de son parcours atypique et à mettre en œuvre son ingéniosité, singulièrement intuitive. Son expérience, même rudimentaire à l'époque, ainsi que ses lectures, complétées par un flair exceptionnel, l'amenèrent à considérer que les travaux sur la génétique bactérienne qui étaient menés à l'Institut Pasteur dans le laboratoire d'André Lvov étaient particulièrement intéressants. La génétique, tout spécialement, lui paraissait une recherche d'avenir traitant des problèmes les plus fondamentaux dans les sciences de la vie. Il décida donc de tenter sa chance à l'Institut Pasteur. Réussit à obtenir du directeur Jacques Tréfouel une bourse pour rentrer à l'Institut en octobre 1949 avec la recommandation de suivre le grand cours où on enseignait la bactériologie, la virologie, l'immunologie pendant la première année et de trouver un laboratoire d'accueil seulement pour l'année suivante. En dépit de ce conseil, il commença d'emblée à chercher un laboratoire. Obtint un rendez-vous avec André Lvov, qui l'écouta avec courtoisie, mais lui répondit que son équipe était au complet et qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il revint à la charge plusieurs fois au cours de l'hiver et reçut la même réponse. Il commençait à perdre espoir lorsqu'il décida une dernière tentative en juin avant de chercher une solution de substitution. Il eut la surprise heureuse cette fois qu'il y avait non seulement une place pour lui, mais un projet à prendre en main tout de suite. Avant même qu'il ait eu le temps d'exprimer son désir d'intégrer son groupe, André Lvov lui dit « Vous savez, nous venons de trouver l'induction du prophage », ce qui suscita chez lui une série d'interrogations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut bien être un prophage?
Induire un prophage, qu'est-ce que ça signifie? Il répondit oui avec enthousiasme, malgré ses interrogations, pour lesquelles aucune explication n'existait à cette époque dans les livres de biologie qu'il consulta fiévreusement pour essayer de comprendre. En fait, il s'agissait de sciences en progrès et de découvertes en cours, au développement desquelles il allait lui-même contribuer brillamment. Il était sur les rails, parti pour une grande aventure. Revenons à la science. Lorsqu'il rentre dans le laboratoire d'André Lvov, ce que l'on appelle aujourd'hui la biologie moléculaire n'était pas encore née. La structure des gènes ne sera découverte que 3 ans plus tard. La fonction des gènes eux-mêmes est encore indéterminée. On suppose que chaque gène contrôlerait la synthèse d'une protéine ou d'une enzyme, mais les mécanismes qui interviennent dans ces processus sont totalement ignorés. 40 ans plus tard, quand il quitte la direction du laboratoire de génétique cellulaire, les mécanismes qui conduisent de l'information contenue dans l'ADN à la synthèse des protéines, en passant par un intermédiaire, l'ARN messager, ont été découverts et se révèlent être identiques pour l'ensemble du règne vivant. Les outils du génie génétique mis en place entre 1970 et 1980 ont apporté des informations décisives sur les mécanismes intimes de la vie. La biologie cellulaire, la biologie du développement prennent leur essor, le séquençage du génome de l'homme a commencé. L'œuvre de François Jacob est emblématique des transformations de la pensée biologique au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a puissamment contribué à sa dynamique, à ses problématiques, à sa fécondité. Dans un premier temps, il s'est tourné vers l'étude des relations entre les bactéries et leurs virus, les bactériophages. Des schémas moléculaires précis et rationnels ont été établis, en très large part grâce aux travaux qu'il a menés avec Elie Wollman et qui les ont conduits à reconnaître l'existence d'échanges génétiques entre les bactéries auxquels ils ont donné le nom de conjugaison, qui simulent une sexualité mais qui sont sans rapport avec la reproduction. Cette propriété a été exploitée d'une manière très astucieuse par ces 2 chercheurs pour établir la localisation des gènes sur le chromosome bactérien. Par la suite, un apport d'une importance exceptionnelle de François Jacob avec Jacques Monod fut la découverte des mécanismes de la régulation de l'activité des gènes. Une distinction très nette était ainsi faite entre gènes dits structuraux, contrôlant la synthèse des enzymes des protéines, et gènes régulateurs, dont la fonction était de contrôler l'activité des gènes structuraux. Le modèle de l'Opéron, qui pour la première fois montrait que le génome contenait non seulement les instructions permettant de fabriquer les constituants essentiels du vivant, mais aussi l'information qui permet de réguler cette fabrication, allait faire l'objet en 1961 d'une publication devenue fameuse. François Jacob et Jacques Monod y proposaient que ce modèle... Merci beaucoup de ma gorge. Merci. François Jacob et Jacques Monod y proposaient que ce modèle de la régulation de l'activité génique, dérivé de travaux exécutés sur les bactéries, devait certainement s'appliquer aussi aux organismes multicellulaires. Si l'hypothèse se vérifiait, elle permettrait d'apporter une réponse à la question posée par Thomas Morgan en 1930, comment les cellules des organismes supérieurs pouvaient-elles avoir un fonctionnement et des caractéristiques si différentes en ayant toutes les mêmes gènes? Elle ouvrait donc la voie aux biologistes moléculaires pour étudier le développement embryonnaire, la différenciation cellulaire, le cancer chez les organismes supérieurs. L'importance de ces découvertes fut rapidement reconnue par la communauté scientifique internationale et le groupe de Pasteur fut distingué par l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine à André Lvov, Jacques Monod et François Jacob en 1965 pour leur découverte concernant le contrôle génétique des synthèses enzymatiques et virales. Mais quand on est François Jacob, que l'on a 45 ans et que l'on vient de recevoir le prix Nobel, on ne s'arrête pas là.
on se trouve une autre bataille à mener, une autre course à gagner, avec la volonté d'aller encore plus vite, plus loin, plus haut. Mais l'irrésistible élan qui le conduisait à se fixer un autre ambitieux programme tenait aussi à sa personnalité si originale, portée depuis l'enfance par un incessant désir d'intensifier son existence en cherchant à étendre ses perspectives et ses talents pour renouveler ou enrichir son expérience du monde. Il s'en explique dans la statue intérieure. Je cite, « Enfant, écrit-il, je ne supportais pas l'absence de but. Et avec des riens, je me fabriquais ce que j'appelais des petites lumières. Si j'écris ce livre sur ma vie écoulée, ce n'est ni pour m'y vautrer avec complaisance, ni pour y régler des comptes. C'est pour me donner un but nouveau. C'est pour produire du nouveau avec mon passé. Le déjà fait m'ennuie. » De cette course sans fin après le temps qui le poussait irrésistiblement à avancer, il était le premier à reconnaître que plus que la vie, elle nourrit l'illusion de la vie. Mais il savait aussi que s'il est un domaine où cette tension vers le lendemain est un avantage, c'est bien celui de la recherche. Le développement embryonnaire, c'est ce qui fascinait François Jacob. Il considérait ce phénomène, je cite encore, comme un des plus stupéfiants qui se déroule dans ce monde, où la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule déclenche une gigantesque série de réactions, des centaines de milliers qui se suivent, se chevauchent, se croisent dans un réseau d'une étonnante complexité, le tout pour aboutir à l'apparition d'un bébé humain. Un gigantesque puzzle, en somme, que quelques-uns des pionniers de la biologie moléculaire rêvaient de déchiffrer. Mais transformer ce rêve en action nécessitait du courage. François Jacob aurait pu continuer à travailler sur les bactéries, comme il le fit d'ailleurs pendant quelques années. Et alors qu'il réfléchissait à l'opportunité d'un changement aussi radical de son orientation, il consulta Jacques Monod, qui se montra réticent en invoquant plusieurs raisons. Il considérait que beaucoup restait à faire pour mieux comprendre le fonctionnement de la génétique bactérienne. De plus, il redoutait l'isolement auquel son ami serait exposé dans un domaine qu'il connaissait mal. Mais François Jacob décida cependant d'affronter toutes ces difficultés en se lançant vers 1967 dans cette voie de recherche si nouvelle pour lui. Armé de son expérience en bactériologie et des outils conceptuels fournis par le modèle de l'Opéron, il a commencé en 1970 une œuvre qui s'est étendue sur plus de 20 ans. Il allait illustrer ainsi, à une échelle plus large encore, le caractère visionnaire de son génie sur lequel précisément je voudrais ici mettre l'accent. Appuyé sur une culture extrêmement diverse, nourrie d'humanité aussi bien que de science, mûrie par l'expérience personnelle de l'engagement face au nazisme, il lui donnait une capacité peu commune de formuler les problèmes de la façon la plus simple et la plus suggestive, ce qui lui permettait de leur imaginer des solutions avec une frappante rapidité. Tous ceux qui l'ont connu se rappellent de ça. Cela se traduisait également par un talent pour les métaphores, lumineuses et profondes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Cette intelligence si féconde d'un même mouvement décapante et constructive qui fait merveille dans ses premières recherches et rend si passionnant les livres qu'il a écrits pour le grand public, il allait la mettre avec toute son énergie dans son approche du nouveau sujet qui allait l'occuper. Le choix du modèle expérimental sur lequel François Jacob allait poursuivre ses recherches se présentait comme un problème majeur auquel il fallait tout d'abord apporter une réponse. Après avoir considéré plusieurs options, il s'est arrêté sur la souris. L'une des propriétés cardinales de ce modèle était, à ses yeux, d'avoir été l'objet d'études de génétique approfondies qui avaient conduit à isoler de nombreux mutants affectant le développement embryonnaire. Une autre qualité était l'existence de lignées provenant de la dérive maligne de cellules germinales, les lignées de tératocarcinome, auxquelles il attribuait à juste titre une valeur heuristique particulière pour l'étude de la différenciation. Comme on pouvait s'y attendre, la conversion du laboratoire de François Jacob de la bactériologie à l'étude du développement embryonnaire de la souris ne fut pas facile.
Dans son autobiographie, déjà citée, il décrit ainsi son travail expérimental dans le laboratoire d'André Lvov. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce qu'il écrit à ce sujet. « Tous les matins, je courais au laboratoire mettre en train mes expériences. Une boulimie, un délire, comme un gosse à qui on vient de donner un jouet inattendu. Avec les bactéries et leurs virus sur lesquels je travaillais, on préparait une expérience le matin, on la réalisait l'après-midi, le résultat on l'avait le lendemain matin, juste à temps pour préparer une nouvelle expérience qu'on exécutait dans la journée, et ainsi de suite. Un rythme d'enfer, une course sans fin. Mais avec l'embryon de souris, c'était autre chose. La manipulation en est fort délicate. Et les élèves, comme Charles Babinet et Hubert Condamine, qui l'avaient suivi dans cette reconversion, durent effectuer des stages prolongés à l'étranger afin de pouvoir mettre en œuvre les expériences susceptibles de répondre aux questions posées. Sans compter la nécessité de mettre en place une animalerie adéquate à Pasteur. Abordant le problème du développement embryonnaire des mammifères, on aurait pu s'attendre à ce que François Jacob s'attaquât à la régulation des gènes au cours de la différenciation cellulaire. Il n'en fut rien. Il s'intéressa aux membranes cellulaires et à leur rôle dans les processus de différenciation. Il y avait déjà des données expérimentales montrant l'importance des membranes, par exemple dans les reconnaissances cellulaires au cours du développement, et puis il y avait à cette époque les recherches sur le complexe majeur d'histocompatibilité, qui était en plein développement. Les expériences réalisées par l'équipe de François Jacob dans ce domaine conduisirent à une découverte importante, celle d'une protéine, l'uvomoruline, produite par l'embryon peu après le début de la segmentation de l'œuf et nécessaire à la poursuite du développement. La purification de la protéine et dans un deuxième temps le clonage du gène correspondant purent être réalisés en ayant recours aux cellules de tératocarcinome qui produisaient la protéine en quantité suffisante. François Jacob avait vu juste, l'uvomoruline se révéla plus tard appartenir à une grande famille de protéines, les cadérines, qui jouent un rôle essentiel dans l'adhérence des cellules chez l'embryon comme chez l'adulte. Mais à côté de ce succès, il y eut au cours de cette première période des efforts dirigés dans des voies qui ont conduit à des désillusions. En somme, de cette première période, allant de 1970 à 1980, ressortait la difficulté des expériences sur les organismes complexes, la lenteur avec laquelle on pouvait obtenir des résultats et les problèmes qui se posaient lorsqu'on essayait d'analyser leur fonctionnement au niveau moléculaire. Cette décennie était aussi marquée par l'absence des technologies appropriées pour aborder les problèmes posés par ce nouveau matériel. La grande avancée qui allait véritablement ouvrir la voie à l'étude moléculaire du développement des organismes multicellulaires fut la mise au point des outils du génie génétique qui permirent de cloner les gènes correspondant aux protéines identifiées. Au début des années 80, le contexte scientifique dans la biologie de développement a pris une nouvelle tournure. Les premiers gènes importants pour le développement furent clonés chez la drosophile. À partir de là, les recherches sur la mouche furent les pourvoyeurs de gènes du développement. On recherchait ensuite les gènes équivalents chez la souris. Les potentialités heuristiques de la souris se sont révélées dans toute leur fécondité lorsque furent mises au point les techniques de transgénèse, et notamment la possibilité d'inactiver spécifiquement des gènes choisis par recombinaison homologue en tirant profit d'une autre découverte réalisée en 1981 et promise à un grand avenir, l'établissement de lignées permanentes de cellules embryonnaires pluripotentes, les cellules ES. Je voudrais souligner ici que les travaux du laboratoire de François Jacob sur le tératocarcinome ont joué un grand rôle dans les recherches qui ont conduit à l'établissement des lignées de cellules souches à partir des embryons de mammifères. Pour terminer, je voudrais évoquer le philosophe et l'épistémologue. En considérant l'œuvre de François Jacob et sa mise en perspective historique, on ne peut qu'être frappé par son extraordinaire productivité scientifique qui s'est étalée sur 40 années et s'est accompagnée tout au long de son établissement d'une réflexion sur la démarche qui a conduit à ces découvertes. C'est à partir de 1970 que son discours sur la vision de la science, sa vision de la science,
et de la place qu'elle occupe parmi les autres activités humaines s'est progressivement élaborée. Dans son interprétation des phénomènes naturels, il a fait une large part, comme je l'ai suggéré, aux métaphores. La plus riche et celle qui a eu le plus d'impact est celle du bricolage. Proposée en 1977, elle conserve aujourd'hui toute sa valeur. Elle fut d'abord émise par Charles Darwin pour désigner l'action de la sélection naturelle, mais elle était passée inaperçue et tombée dans l'oubli. Il revient à François Jacob de l'avoir reprise et de lui avoir donné tout son sens après qu'il ait pris conscience de la manière dont procède l'évolution. On trouvait que les gènes et les protéines étaient formés de modules qui, au cours du temps, avaient été recyclés et recombinés pour générer de nouvelles fonctions. Avec le bricolage, on pouvait réconcilier la conservation des structures fondamentales avec l'extraordinaire diversité du monde vivant. Mais la métaphore du bricolage trouva encore d'autres applications. Dans un texte de 1977, intitulé Evolution and Tinkering, il montre qu'elle s'applique aussi au travail scientifique. Évoquant la manière dont procède l'élaboration de la connaissance scientifique, il souligne que cette création humaine obéit à des règles qui ne sont pas éloignées de celles des autres formes de connaissance. L'imagination, qui est à l'origine des mythes, l'est aussi de la connaissance scientifique. De surcroît, celles-ci, comme cela, dépendent des connaissances de l'époque. Ils ne sont in fine qu'une recombinaison d'éléments déjà connus, du bricolage en somme. Cette conception de la science dite constructiviste implique que la connaissance scientifique n'est pas la révélation d'un monde extérieur, mais la construction de ce monde. Peter Medawar disait que l'enquête scientifique commence toujours par l'invention d'un monde possible, mais l'imagination, ici, ne fonctionne qu'au début du processus, après quoi il lui faut se remettre en cause. La connaissance scientifique se distingue radicalement des autres sciences humaines en ceci que, comme l'avait vu Kant, elle repère dans l'expérience des relations rationnelles strictes entre des paramètres précisément identifiés et définis. C'est cette structure duale de la connaissance scientifique qui en fait une activité humaine unique, supérieure aux autres formes de connaissance dans la maîtrise qu'elle apporte vis-à-vis du monde. Comme l'écrit François Jacob dans un de ses livres, La souris, la mouche et l'homme, au contraire des autres systèmes d'explication, la magie, les mythes, la religion, qui se veulent universels et qui ont réponse à toutes les questions dans tous les domaines, puisqu'ils décrivent non seulement l'état présent de l'univers, mais aussi son origine et même son devenir, la science, elle, a moins d'ambition. Elle ne cherche pas à tout expliquer d'un coup. Elle se limite à des questions définies. Elle s'adresse à des phénomènes circonscrits qu'elle s'efforce d'expliquer au moyen d'une expérimentation détaillée. Elle sait aujourd'hui que ces réponses ne peuvent être que partielles et provisoires. François Jacob, blessé dans sa chair, profondément troublé après sa participation aux batailles qui ont permis de libérer la France, avait trouvé dans cette activité, la science, qu'il a menée avec passion, une raison de vivre. Il avait pourtant sans doute déjà à l'esprit cette ambiguïté qu'il exprime à la fin de son autobiographie. Je cite, « Pourquoi une telle frénésie ? Pourquoi s'agiter ainsi ? Faire des expériences pour arranger les faits ou les réarranger, cela n'a rien d'inévitable. Pourquoi les hommes prennent-ils tant de plaisir à vouloir éternellement explorer le monde et l'interroger ? » Après avoir évoqué les réponses habituellement fournies à ces interrogations comme la curiosité, le désir d'améliorer le sort de l'homme, ou pour ceux qui n'aiment pas la science, l'ambition, le désir de gloire ou la cupidité. Il poursuit ainsi. Mais ce n'est pas tout. Il y a des facteurs plus profonds. Il y a la tentation de comprendre un monde qui se dérobe, la révolte contre la solitude, contre une réalité qui vous échappe, qui vous ignore et sans laquelle il n'y a pas de vie. Une exigence métaphysique de cohérence et d'unité dans un univers qu'on cherche à posséder mais qu'on ne
parvient pas même à saisir. La nature n'est pas silencieuse. Elle répète éternellement les mêmes notes, qui nous parviennent lointaines, diffuses, sans accord ni mélodie. Mais nous ne pouvons nous passer de mélodie. Nous l'avons cherchée désespérément sur la terre et dans le ciel, avant de nous apercevoir que personne, jamais, ne viendrait nous jouer la musique espérée. Que c'est à nous de plaquer les accords, d'écrire la partition, de faire jaillir la symphonie, de donner aux sons une forme que sans nous ils n'ont pas. Telle était à mes yeux la fonction de la science. Je vous remercie.